Média Sorare. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue sur le tout premier podcast de Média Sorare. Alors, mediasorare.com, c'est un site de conseils, d'informations et d'actualités pour tout savoir sur l'univers Sorare. Ce jeu absolument passionnant, révolutionnaire, qui mélange collection, style Panini, mais ce qui est vraiment intéressant pour la plupart des managers, c'est le côté fantasy football, où on peut avoir tantôt une casquette de scout et tantôt une casquette de manager, composer des équipes avec les cartes de joueurs qu'on achète. C'est un univers absolument formidable dans lequel je suis rentré personnellement fin décembre. J'ai pour le moment, je pense, une galerie assez intéressante. Et l'objectif de ce podcast, c'est d'offrir un autre canal pour tous les fans de ce jeu. Il y avait jusqu'à présent des chaînes YouTube, pas mal de streamers sur Twitch. Mais on pensait qu'un bon podcast en invitant un invité à chaque fois, et toutes les 2 semaines, ça serait vraiment intéressant pour qu'ils puissent partager leurs expériences, leurs particularités, leurs stratégies, des sujets de prédilection. Et pour ce tout premier podcast, j'ai invité Thomas, TT17 sur Sorare, son nom de manager, et on discutera de plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes, du style ses débuts, sa stratégie, l'évolution de sa stratégie, ses joueurs préférés, quelques pépites, et dans le futur on analysera également des galeries d'auditeurs. Donc il faudra juste poser votre nom de manager dans les commentaires du compte Twitter de Média Sorare, et également poser également vos questions qu'on pourra aborder avec les prochains invités. Thomas. Salut Mehdi. Salut Thomas. Écoute, bienvenue lors du premier podcast. Je suis vraiment content que le premier se passe avec toi. Ça fait des mois qu'on se connaît. On a tissé une chouette relation depuis qu'on se connaît grâce à Sorare. Et écoute, on est parti. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Écoute, avec plaisir. Merci pour l'invite. Mais alors moi de mon côté, j'ai 38 ans. Je viens de Belgique. Et tu viens d'où en Belgique ? Alors je viens de la région de Liège. Et comment as-tu connu Sorare ? Alors, écoute, j'ai découvert Sorare un peu par hasard. Je dirais même totalement par hasard. Sur YouTube. Je pense que je devais regarder différents youtubeurs que je suis régulièrement, et après une vidéo, je pense que la suivante c'était une vidéo de Benito, et j'ai lancé, et ça m'a tout de suite, je me suis tout de suite dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, et je pense que j'avais pas fini de regarder la vidéo en entier, que j'étais déjà en tout cas connecté sur le site, en train de regarder à quoi ça ressemblait, et j'ai pas mis au lendemain avant de m'inscrire. J'ai été me coucher très très tard ce jour-là, parce que je me suis inscrit, et c'était à l'époque où on pouvait encore choisir ses cartes common. Donc on avait un budget pour ces commons, et donc il fallait quand même faire les choix, ça prenait du temps et tout ça. Et donc j'ai essayé de faire ça bien dès le début, et donc ça m'a quand même pris du temps, et je pense que seulement après j'ai vu la fin de la vidéo de Benito. Et donc tu as commencé en novembre 2020, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Et tu as une belle galerie aussi, donc aussi dans le top 100 des plus belles galeries Sorare. On abordera un peu plus tard ton parcours. Pour terminer un peu ta présentation, quelles sont tes passions ? On va dire c'est le sport en général. Pour commencer, je suis vraiment fan de tout ce qui touche au sport, que ce soit football, donc évidemment basket, tennis, tout ce qui est sport auto, j'aime beaucoup aussi. Et pour parler d'autres choses, j'ai besoin d'écouter de la musique de temps en temps, vraiment, j'ai besoin de ça, et sinon je me détends devant un film, une série ou un jeu vidéo. Quel style de musique ? Écoute, ça part un peu dans tous les sens, ça dépend un peu de l'humeur, mais ça peut être du reggae, ça peut être du rap, ça peut être du R&B, ça peut être même de la variété française, ça part un peu dans tous les sens. T'as un style de musique que t'écoutes quand tu fais tes line-up sur Sorare par exemple ? Non, j'écoute pas de musique quand je fais mes line-up. J'essaye
d'écouter ma petite voix et mon intuition parce que j'ai une petite gymnastique que je fais avant de composer mes équipes qui m'aide à potentiellement avoir une idée plus qu'une autre sur un tel ou tel joueur. Okay, mais parfait. Ça, on y reviendra plus tard. Eh ben, écoute, super Thomas. Ton parcours dans Sorare, donc tu as commencé en novembre 2020. Explique-nous comment s'est passé ton début, si ta stratégie au début est la même qu'aujourd'hui, il y a certainement une évolution, donc explique-moi un peu tes débuts. Ouais, clairement, ma stratégie a changé plein de fois. Donc je suis inscrit depuis fin novembre, exactement le 24, et j'ai commencé très très calme avec la Rookie League. À l'époque, c'était pour 8 Game Week. Et donc, j'avais pas encore totalement compris comment je pouvais me placer sur des enchères, c'est-à-dire acheter des cartes. Et j'étais d'abord en phase d'observation. Et donc, mais je pense que j'avais pas fini mes 8 Rookie League, donc j'avais acheté déjà une première carte rare. Donc, pour la petite anecdote, c'était Jamal Musiala du Bayern Munich, premier choix. La petite pépite du Bayern Munich que en fait je suivais déjà depuis un moment. Et à l'époque, je l'avais acheté aux enchères moins de 200 €. Et je trouvais ça cher. Mais donc, ça c'était à mon avis courant décembre 2020. Ok, bah, il y avait vachement pire comme choix que Jamal Musiala, d'ailleurs qui commence à jouer de plus en plus au Bayern. C'est vrai, à l'époque 200 €, c'était beaucoup d'argent. Maintenant, quand on voit l'évolution de Sorare ces derniers mois, c'est absolument incroyable. Le prix de la Jamal Musiala, je crois que c'est minimum 1000 voire 2000 € minimum. Ta stratégie au début, c'était quoi? Donc dénicher des pépites, et puis ensuite t'as vite bifurqué au niveau de vraiment du jeu SO5 Fantasy. Voilà, donc je pense que comme beaucoup, j'ai d'abord acheté des jeunes parce que oui, comme beaucoup, on se dit que c'est le bon investissement pour que sa valeur augmente vu qu'il est jeune, et donc que ses performances seront meilleures avec le temps, et donc que sa valeur pourrait augmenter. Donc oui, je me suis d'abord porté sur des jeunes, et ensuite, quand j'ai découvert que les récompenses en participant avec des équipes compétitives dans les différentes ligues, que les récompenses étaient vraiment intéressantes. Même à l'époque, même quand il n'y avait pas des prix de maintenant, c'était toujours intéressant, évidemment, même plus intéressant de gagner une carte plutôt que de l'acheter. Et j'ai très vite compris que c'était certainement le meilleur moyen pour grandir dans le jeu, pour améliorer sa galerie, pour être plus compétitif avec plus d'équipes grâce aux récompenses, donc aux rewards, plutôt que de devoir systématiquement acheter. Et donc j'ai commencé vraiment à investir gros, j'ai envie de dire, parce que j'ai quand même investi aux alentours de, je dirais, un peu moins de 40 000 €, mais progressivement. Depuis le début, quoi. Donc j'ai commencé vraiment à investir début janvier. Mi-décembre, début janvier. Donc début janvier de cette année, évidemment. Mais j'ai investi progressivement, donc j'ai pas déposé une somme pour commencer, parce qu'évidemment j'ai aussi profité de la vente de rewards qui m'ont permis de me placer sur des enchères ou des achats sur le marché secondaire sans devoir réinvestir aussi à côté. Donc j'ai fait un peu les deux. J'ai réinvesti quand j'avais pas assez d'éther dans le jeu, et quand j'avais des éthers, je les dépensais dans l'optique toujours d'optimiser ma galerie. Aujourd'hui, quand je regarde ta galerie, tu as 89 cartes rares, 31 cartes super rares et 32 limited, donc tu t'es aussi lancé dans les limited. À partir de quel moment tu as commencé à prendre des super rares par exemple, et à partir de quel moment tu as commencé à remporter des très très beaux rewards grâce à ton investissement? Donc à ce sujet-là, je peux dire deux choses. Donc ma première SR, je l'ai acheté aux enchères la nuit. J'avais mis mon réveil, je pense qu'il devait être 4h ou 4h30 du matin, et j'avais ciblé Munoz, donc super rare, le joueur de Genk. Je me rappelle l'avoir pris pour 500 € cette nuit-là aux enchères. Et c'était courant décembre, donc je dirais fin décembre. Et je pense que dans plus ou moins le même temps, courant décembre,
Sorare a sorti la licence de l'Inter de Milan. Et comme j'étais quand même fan de ce club et que donc je connaissais quand même certains joueurs et donc connaissant leur qualité, je me suis dit que ça pouvait vraiment être un bon investissement parce que leur performance pouvait être bonne dans le jeu et donc me permettre d'être performant, d'avoir des bons résultats. Et donc j'ai misé sur progressivement une full équipe de l'Inter et ça s'est avéré être un très bon invest, un très bon pari parce que l'Inter l'année passée a fait une super saison avec une très grosse défense et une très grosse attaque et donc cette équipe de l'Inter m'a permis de prendre 2 très très beaux rewards en champion D4. J'ai fini une fois premier, j'ai pris Lewandowski et j'ai fini une fois deuxième, j'ai pris Courtois. Donc ça aussi, ça m'a de nouveau permis d'être plus performant encore, donc toujours dans l'optique d'optimiser et de viser plus de places payantes avec plus de teams. Ouais, quand je vois aussi la carte qui t'a rapporté le plus de récompenses, de rewards jusqu'à présent, c'est Nicolo Barella. Donc évidemment un joueur de l'Inter et c'est vrai que l'année passée avec Lukaku c'était une magnifique attaque. Là Correa commence à jouer un peu mieux et à scorer aussi, mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu Lukaku, je pense que c'est une grosse perte. Et Hakimi aussi qui était magnifique en tant que défenseur à l'Inter. Ouais, c'est dommage, ils ont perdu Conte et Conte avait vraiment créé un groupe très très solide. Son départ, je pense que c'est le choix des présidents qui ont décidé de vendre parce qu'ils étaient en perte. Forcément tout le projet qu'il avait construit se cassait la gueule et donc il a décidé de partir et son projet et la très belle équipe qu'il avait construite, forcément c'est parti avec lui. Tes objectifs actuels dans Sorare et pourquoi pas futurs? Il y a eu des news absolument magnifiques ces derniers temps, comme la série B, donc la deuxième levée de fonds absolument incroyable de Sorare, l'annonce du partenariat de 5 ans avec la Liga, l'annonce du partenariat ensuite avec la Bundesliga, donc ça donne d'autres perspectives. Il y a aujourd'hui 50 000 managers qui ont acheté au moins une carte, donc on est, selon moi, et je pense que tu seras d'accord, encore au tout début de l'évolution de Sorare, quand on voit que le foot est le sport le plus populaire au monde. Donc tes objectifs, quels sont-ils? Disons que là, comme tu dis, on est encore tôt dans le jeu, mais en ayant commencé il y a plus ou moins 1 an maintenant, forcément, je vais pas dire que c'était plus facile, mais en tout cas c'était beaucoup plus accessible. Mais forcément que les résultats ont aidé à optimiser la galerie et donc maintenant je n'investis plus rien de mon argent propre et si j'optimise encore sur certaines équipes, ça se fait avec la vente de rewards ou la vente de cartes que j'ai encore et que je me dis que je les utilise pas beaucoup ou en tout cas que parfois je vais dire je n'ose pas la mettre parce qu'elle pourrait tuer l'équipe dans laquelle elle est parce qu'on sait maintenant qu'il faut quand même faire quasiment un sans faute pour atteindre les belles places payantes et donc forcément les choix sont difficiles et sont importants et donc avoir des joueurs qu'on n'ose pas mettre, ça sert toujours d'avoir des bons réservistes et donc en fonction de la qualité de chacun et en fonction du nombre de joueurs que je peux aligner et du nombre de réservistes, je vais me dire voilà celui-là je peux le vendre pour éventuellement vendre aussi un deuxième pour prendre un que je pourrais utiliser à chaque Game Week pareil. Par rapport justement à ta galerie, tu as beaucoup de cartes rares et des belles cartes super rares, donc tu m'avais dit que tu participes essentiellement au D4 et D3, donc avec des belles super rares, D2 un peu également, mais est-ce que dans ton objectif c'est essayer de gagner un maximum de rewards, de les revendre et pourquoi pas un jour d'aller d'être très compétitif en D2 quand on voit les prix maintenant de super rares, de joueurs stars qui sont difficilement atteignables pour le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Ton objectif c'est quoi? Essayer de taper le plus haut en D2 au fur et à mesure ou pourquoi pas la D1 ou bien vraiment te spécialiser surtout en D3, D4 et pourquoi pas 1 ou 2 très belles D2? Alors, quand tu parles de D1, franchement ce
Ça n'a jamais vraiment été un objectif, même à long terme, vu l'évolution des prix sur plus ou moins, donc un peu moins d'un an que je suis là. Et je suis convaincu que vu le peu de managers qu'on est encore maintenant, le potentiel du jeu et surtout la volonté des patrons de Sorare de toucher le maximum de personnes, je pense que l'écart va être de plus en plus grand entre les différentes raretés. Les uniques, c'était encore accessible pour moi quand j'ai commencé. Et si j'avais décidé tout de suite d'injecter le montant total que j'ai investi en tout, ce que je n'ai donc pas fait, vu que j'ai investi quand même progressivement. L'AD1 pour moi, c'est je n'y pense même pas. Maintenant, avoir une unique ou deux, pourquoi pas, mais alors en effet pour aller pas plus haut que D2. Avoir une unique en D2, ça forcément, ça permet d'avoir voilà, ça optimise une équipe. Et donc, si l'opportunité se crée d'avoir un jour une ou deux uniques, ce serait vraiment top parce que pour l'instant, c'est clair que je suis compétitif en D4 et D3. La D2, c'est vraiment exceptionnel. J'ai fait une très grosse perf en D2 déjà. On en parlera plus tard, je pense. Et vu ma galerie, c'est vrai, j'ai une très belle galerie et j'en suis assez fier. C'est quand même beaucoup de travail aussi parce que j'ai mis beaucoup de temps là-dedans et que ça me passionne vraiment beaucoup. Ça, ce sera de nouveau le sujet d'après. Disons que c'est progressif et que j'ai aussi misé sur des SR qui dorment entre guillemets pour l'instant. Des jeunes que j'espérais qu'ils soient déjà titulaires maintenant, mais qui sont sur le banc et donc qui m'empêchent de, par exemple, faire une D2 U23. Mais qui sont assez jeunes que même s'ils sont titulaires dans un an ou deux, je pourrais certainement faire une saison par exemple avec eux en D2. Mais c'est vraiment dans l'optique de progresser toujours lentement mais sûrement. Mais la D1, non, je pense que ce sera jamais. Ok, on est deux alors. Parce qu'en plus, là on va vraiment atteindre des montants qui pour moi quand même dépassent l'entendement. Même le prix de certaines rares maintenant, quand on prend un peu de recul, on peut quand même être choqué, disons-le. Et donc le prix des uniques, je n'ose même plus regarder parce que c'est indécent. Et à moins d'être millionnaire, et ceux qui l'ont, je suis vraiment content pour eux. Et qui s'éclatent avec les uniques, mais c'est un autre monde. Ouais, surtout avec l'arrivée de joueurs pro aussi, c'est génial pour la communauté, le développement de la communauté Sorare, mais effectivement le prix des très belles cartes, uniques évidemment, est super rare et inatteignable, donc on est d'accord là-dessus. Le sujet de prédilection que tu voudrais aborder, Thomas, c'est quoi? Écoute, c'est très simple. Je vois pas un autre sujet de prédilection que le football, parce que c'est mon sport préféré. Et puis voilà, c'est le sport qui tourne autour de Sorare et qui est une passion que j'ai depuis. On l'a dit au début, j'ai 38 ans, donc je veux dire que je suis vraiment le football depuis au moins 20 ans. Ça fait au moins 20 ans que le football me passionne, que je suis beaucoup de matchs, que je suis quand même pas mal d'équipes. J'aime le beau football, j'aime le beau jeu. J'ai touché au paris sportif aussi. Donc ça m'a permis aussi à un moment donné de pouvoir faire quelque chose autour de ma passion, avec des résultats divers, parfois bons, parfois pas bons du tout. Donc j'ai tout doucement arrêté les paris sportifs parce que je trouve Sorare beaucoup plus intéressant, surtout sur le long terme, parce que voilà, la réflexion elle est quand même assez simple. Si tu mets 500 € dans un site de paris, que tu fais 5 tickets à 100 € sur 5 week-ends, si tu perds tes tickets, t'as plus ton argent. Ouais. Que si tu mets 500 € sur Sorare et que t'achètes 5 ou même que t'achètes à l'époque on pouvait acheter au tout début 5 rares avec 500 €. Maintenant on peut certainement le faire avec des limited. Voilà, tu dépenses 500 € dans des limited. Si tu te rates sur une game week, t'as toujours tes cartes et t'as toujours ton invest qui est là. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel pour Sorare encore au niveau des parieurs sportifs qui trouveraient vraiment leur compte dans Sorare. Et quel est le lien que tu fais par rapport justement à ta passion, le football? Quel lien tu peux faire avec justement tes choix dans Sorare?
Disons que forcément, étant passionné et suivant énormément de joueurs et d'équipes, avant même de connaître tout simplement Sorare, ça aide énormément dans notamment les choix et surtout les outils qu'on va utiliser, vu que si on est passionné, on n'a pas de problème à passer du temps dessus. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes pour être performant. Et en tout cas, si on aligne des équipes pour les Game Week, il faut vraiment être passionné, en tout cas avoir du temps à consacrer dans le scouting, dans les analyses de matchs avant Game Week et l'actu du football au quotidien évidemment. Le constat est flagrant que quand tu as le temps, les résultats s'en ressentent. Ça, c'est clair. Ouais, et tu me disais lors de la préparation que quand tu suivais un peu moins l'actualité, ça se ressentait directement dans tes résultats. Oui, forcément, on n'a pas toujours le temps et l'opportunité d'être à fond sur sa passion. Il y a aussi les petits aléas de la vie, et puis il n'y a pas que Sora, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres choses à côté. Et donc, oui, quand on a moins l'opportunité d'être dessus et en tout cas de suivre l'actualité et aussi de regarder les matchs, parce que quand on regarde le match, il n'y a rien à faire. On entend des choses, on a des infos, on peut observer un joueur, voir un petit peu son état de forme. Et donc forcément, quand on est moins connecté, j'ai envie de dire, au moment de faire les choix, c'est plus compliqué. Et j'ai remarqué en effet que quand je suivais moins l'actu et quand j'avais moins le temps de regarder les matchs, je faisais des moins bons choix. Et par rapport à ton suivi de foot, est-ce que tu te concentres aussi sur d'autres championnats ou bien principalement sur l'Europe ou je sais pas les principaux championnats européens, ou tu vas voir au-delà également? Disons que donc ma passion depuis 20 ans, c'est vraiment le championnat européen. J'aime bien aussi quand je vois le résumé d'un match d'Amérique du Sud parce que c'est spectaculaire et c'est des joueurs très techniques. C'est ce genre de joueurs qu'on aime bien voir souvent. Mais disons qu'avec le décalage horaire et tout ça, c'est pas évident. Donc j'ai beaucoup plus suivi les top clubs européens donc depuis très longtemps maintenant. Et alors dans Sora, forcément je me suis concentré là-dessus. J'ai tenté la MLS parce que c'est un championnat que je suivais un petit peu au niveau des paris sportifs. Mais je me suis vite rendu compte que je ne suivais pas assez l'actu autour de ce championnat, que ça m'attirait pas trop et que j'avais déjà beaucoup de temps à passer sur les différents clubs européens. Et donc j'ai décidé de vendre ou d'échanger mes cartes MLS, donc j'en ai plus du tout. Les championnats asiatiques, je m'y suis jamais tourné. Par contre, je me suis dit pourquoi pas un jour un Kikuchi ou ce genre de truc, ou un Cecilia à aligner en All-Star, mais je me suis jamais lancé parce que de nouveau, question calendrier, question turnover, c'est quand même important aussi de suivre l'actu du club. Et donc, c'est des championnats qui m'attirent beaucoup moins. Je me concentre sur ce que je connais sans trop m'éparpiller. C'est tout à fait compréhensible. Quand tu composes tes line-up pour les Game Week, déjà tu alignes combien d'équipes plus ou moins en général? Évidemment, le nombre d'équipes que j'ai inscrit grandit, vu que comme je l'ai dit, c'est vraiment dans l'optique d'être compétitif dans le max de ligues et de divisions possibles, donc en sachant que je vais pas vers l'Asie ni l'Amérique. Donc je me concentre vraiment sur les 4 ligues qui sont la Challenger, la Champion Europe, la U23 et la All-Star. Donc maintenant, je pense que je suis sur une très très grosse Game Week où je vais peut-être aligner le maximum de cartes que je peux. Mais disons que ce n'est pas vraiment ce que je vais conseiller de faire. Je suis déjà monté à 17 équipes. Mais ici, je pense que pour cette Game Week notamment, je tourne plutôt aux alentours de 10-12. Vraiment compétitive. Et alors, oui, je passe quand même beaucoup de temps à composer mes équipes, à faire les choix, parce que c'est vraiment important
de pouvoir éviter un DNP ou un turnover. Donc c'est-à-dire que même si le gars rentre quelques minutes, il fera difficilement des gros points ou en tout cas aux alentours des 50-60 sans être décisif. Donc c'est ces petites choses-là qui demandent du temps, mais je considère que le jeu en vaut la chandelle et que le temps passé dessus en vaut vraiment le coup, parce qu'à la clé il y a du lourd à prendre. Et clairement, quand je prends beaucoup de temps et que je m'écoute, parfois je me dis que je m'écoute pas encore assez. La petite voix qui me dit peut-être de mettre celui-là ou pas un autre. Mais donc, et il y a aussi évidemment tout le travail avant, qui est pour moi vraiment important avant de composer ces équipes. Et donc, si tu veux, je peux te dire maintenant les différentes choses que je fais. Eh ben, écoute, vas-y. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Bah oui, donc voilà, donc de nouveau ça tourne vraiment autour de cette passion qui est le foot. Donc je suis énormément de comptes Twitter. Je me suis mis sur Twitter avec Sorare parce que c'est vraiment un bon moyen de suivre pas mal de comptes de mecs qui font du gros scouting ou en tout cas qui donnent des infos sur d'éventuelles blessures, sur d'éventuelles suspensions. Par après aussi, j'ai suivi pas mal de comptes Twitter qui tournent autour de Sorare. Mais donc, au niveau de tout ce que je fais et de ce que je trouve important de faire, et surtout quand on a le temps, et qui permettent je trouve, faire les bons choix, c'est donc de suivre l'actu, de suivre ces comptes-là, de regarder des matchs, parce que on peut vraiment sentir un joueur s'il est plus en forme qu'un autre. Et ce que je fais aussi, c'est si j'ai pas l'occasion de voir le match ou même de voir un résumé avec différents outils, je vais voir les stats du match, je vais voir qui a joué, je vais voir qui a marqué, je vais voir qui a fait un assist, je vais voir même qui a pris un carton, qui est sorti à quelle minute. Donc je vais vraiment regarder tout ce qui s'est passé dans le match. C'est notamment comme ça que j'ai découvert Jamal Musiala, parce que via les différents outils, je suis le Bayern de Munich. Donc je suis forcément les 20-25 gros clubs européens. Et donc dès qu'ils ont un match, dès qu'il y a un but, je reçois une petite notification. Et donc ça m'a permis de découvrir ce petit joueur qui était sur le banc du Bayern, qui jouait en match de prépa et qui scorait régulièrement. Et donc je me suis dit, waouh, il a 18 ans, le Bayern le fait jouer. Donc c'est vraiment le type de joueur à suivre qui a du gros potentiel pour être dans un si gros club et avoir la chance de jouer à 18 ans. Et en plus de ça, il a très vite marqué des goals. Donc voilà, c'est un des moyens que j'ai de découvrir des pépites et surtout de suivre l'actu de différents clubs et différents joueurs. Ensuite aussi, je lis plein d'articles. Je vais sur Internet, peu importe le moteur de recherche que les gens utilisent, moi c'est Google. Mais voilà, je tape le nom d'un joueur, je tape le match qui va suivre, et donc je lis beaucoup d'articles pour un petit peu emmagasiner le max d'informations possible. Évidemment, je me contente pas d'un article, je vais vraiment en voir 3-4, et à la fin, je me fais ma propre opinion par rapport à ce que j'ai suivi et ce que je pense. Donc c'est vraiment un truc, ça va m'influencer, mais c'est pas ça qui va faire les choix à ma place. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est donc d'avoir le temps de regarder des matchs et d'observer des joueurs que je connaissais pas. Et en le regardant simplement jouer, en quelques touches de balle ou en quelques actions, j'arrive souvent à voir, entre guillemets, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais à voir que celui-là, il a ce petit truc en plus. Et donc directement, alors je vais taper son nom sur Sorare. Il a une carte ou pas, je vais le suivre. Et un des exemples qui est quand même très très parlant aujourd'hui, c'est déjà courant décembre. J'ai vu un match de l'Ajax avec Timber. Donc c'était pas cette année, donc c'était l'année passée en décembre. Je sais pas s'il avait beaucoup joué avant, mais en tout cas moi je le découvrais et j'ai tout de suite vu que ce petit-là avait quelque chose en plus. Et j'en ai même parlé à un ou deux potes qui sont sur Sorare aussi. Et donc je suis vraiment content d'avoir misé sur lui assez tôt, parce qu'on voit maintenant non seulement les résultats qu'il fait et forcément l'engouement qu'il y a autour de lui. Donc c'est ça qui est vraiment sympa en fait,
C'est pouvoir, via sa passion, pouvoir avoir des résultats et potentiellement gagner des trucs qui en valent vraiment la peine. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. On touche vraiment au cœur de ce qu'est Sorare, hein, dans le sens où tu peux faire du scouting. C'est vraiment le fantasy football, le football manager, où tu peux te mettre dans la tête d'un coach ou d'un scout et voilà, et faire des petits paris sur des jeunes, ou bien lors de la préparation, tu m'expliquais aussi que tu aimais bien te mettre un peu à la place du coach. Si on prend par exemple l'Ajax qui a une grosse équipe, et de temps en temps il y a des turnovers, il y a plein de clubs comme ça, comme Liverpool ou le Bayern de Munich. C'est essayer d'anticiper un peu ce que le coach va faire. Il y a évidemment avec du succès et moins de succès, mais t'aimes bien faire ça aussi, tu m'as dit. Oui, complètement, et c'est vraiment très important d'être au fait, d'être à l'actu de tout ça, de suivre l'actu et comme on est un peu des managers aussi, on est pouvoir se mettre à la place du manager et donc se concentrer sur pas trop d'équipes, pouvoir suivre vraiment de près l'actualité de quelques clubs. Ça aussi, c'est un gros plus. Et donc, toutes ces informations que je vais emmagasiner vont m'aider au moment de composer mon équipe. Et alors, ce que je fais en dernier, avant d'aligner mes teams, je vais sur différents outils et je vais regarder en fait le match des différents joueurs que j'ai pour la prochaine journée. Donc, pour la prochaine Game Week, je regarde tous les matchs un par un. Ça me permet de voir qui est potentiellement blessé, qui est potentiellement suspendu pour ce match. Ça me permet aussi de regarder les anciennes confrontations directes, voir un petit peu les derniers matchs c'était 5-0 ou alors les derniers matchs c'était 1-0. Donc ça me permet aussi d'emmagasiner des informations directement pour la prochaine Game Week. Et donc après avoir passé toutes les équipes dont j'ai des joueurs en revue, ça me permet de faciliter mes choix. Quand tu parles d'outils, c'est peut-être une application. Pour nos auditeurs, quelle est l'application pour toi à ne surtout pas manquer quand tu composes tes line-up? En fait, je me rends compte dans les diverses publications que je vois notamment sur Twitter qu'il y a des outils que je ne connais pas ou que je n'utilise pas. D'ailleurs, je ne pourrais même pas citer le nom là maintenant parce qu'il me revient pas. Mais moi, ce que j'utilise pour l'instant, c'est Flash Score, mais version anglaise. Donc c'est Soccer 24. Mais donc c'est exactement la même application sauf qu'elle est en anglais et donc c'est là où j'ai tous mes petits clubs favoris et tout ça à suivre et donc ça va vraiment être pour moi l'outil pour en tout cas suivre les matchs en direct ou pour aller revoir par après en détail ce qui s'est passé dans le match. Donc qui a marqué, qui a fait un assist, ce genre de choses, si j'ai pas l'occasion de voir le résumé à la télé, parce que ça prend quand même plus de temps encore. Et je suis beaucoup sur Internet ou sur les réseaux pour voir s'il y a une info de compo, s'il y a une info de turnover, s'il y a une info de blessure, de suspension, de méforme, ce genre de choses. Ok, et le flash score... Tu regardes, en fait, quels sont les paramètres que tu regardes absolument lorsque tu composes tes line-up? Donc, il y a les confrontations directes, les suspensions. Quels sont vraiment les critères que tu vérifies absolument pour chacun de tes joueurs? Déjà, j'ai forcément des joueurs que j'utilise plus, des joueurs qui performent plus. Et donc, forcément que je suis de près l'actualité de ces joueurs. Donc forcément, si un est blessé, je le sais. Donc par contre, pour les suspensions, si j'ai pas eu l'occasion de voir le match, ça c'est quand même important de vérifier. Surtout que c'est pas toujours indiqué. Donc une gymnastique qui prend un tout petit peu de temps, mais qui peut permettre d'éviter une mauvaise blague, une mauvaise surprise avec un DNP, c'est de regarder si le joueur a pris un carton jaune au dernier match. Donc si le joueur n'a pas pris de carton, il n'y a aucune raison qu'il soit suspendu pour le prochain. Parce que je pense qu'il n'y a aucun outil, ou en tout cas je ne le connais pas,
ou peut-être que je n'utilise pas encore assez les bons outils et que ça pourrait même me permettre d'être encore plus performant. Mais moi, pour l'instant, je connais pas d'outils infaillibles au niveau en tout cas des blessures, des suspensions non plus. Et donc, suivre l'actu du joueur. Si par exemple il revient de blessure, qu'il est peut-être dans le 11 de départ, je vais rarement prendre le risque de le mettre parce que de 1, il y a quand même une incertitude au niveau de sa présence. Et puis quand on revient de blessure, à moins de s'appeler Messi ou Mbappé ou Haaland, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont directement performants en revenant de blessure. Donc je leur laisse souvent un match avant je vérifie qu'il fait son match, qu'il fait les 90 minutes avant de l'aligner pour la game week suivante. Donc dans un premier temps, c'est vraiment ce que je fais. Surveiller blessures et suspensions match par match des équipes que je suis. Et donc ensuite, comme tu l'as dit, les confrontations, ce qui me permet de juger un peu ce qui pourrait se passer dans le match qui va venir. Parce que évidemment, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, mais quand on suit un peu le football depuis longtemps, on remarque qu'entre deux équipes, que ce soit, on va dire, les confrontations d'une équipe à domicile, d'une équipe à l'extérieur, sur les 5-6 dernières confrontations, voilà, il y a quand même régulièrement les mêmes choses, le même type de match, je vais dire. Le Bayern cartonne régulièrement contre les mêmes équipes, j'ai envie de dire. Donc, comme j'ai la carte de Lewandowski, si je vois que le Bayern a un match facile, je vais plutôt mettre Lewandowski dans une grosse équipe, dans ma plus grosse équipe. Donc, le fait de regarder la confrontation directe qui suit me permet aussi de décider quel joueur je vais mettre dans une plus grosse équipe qu'une autre en fonction du match qui l'attend. Ouais, et pour les suspensions, comme tu dis, il n'existe pas aujourd'hui d'outils vraiment infaillibles. Il y a plusieurs sites, Sports Gambler, Transfermarkt aussi parfois sur des durées de blessure, mais il faut essayer de recouper, je pense, un maximum les informations. Parce que de temps en temps, on a des mauvaises surprises avec des suspensions qui ne sont pas, ou l'inverse. C'est vrai que ces sites-là s'améliorent au fur et à mesure, mais il faut quand même recouper les informations pour essayer de limiter le nombre d'absences de DNP, qui est absolument l'horreur pour chaque manager sur Sorare. Une autre question, Thomas. Sorare Data, c'est la bible du manager de Sorare. Est-ce que tu l'utilises pour composer tes équipes ou pas du tout? Parce qu'il y a des options où on voit par exemple le pourcentage, le score théorique par rapport à l'adversaire en fonction de la position, donc qui est le line-up builder. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou pas du tout? En fait, je me rends compte que je n'utilise pas assez Sorare Data pour ça, pour la composition des équipes. J'utilise énormément Sorare Data évidemment pour le scouting et pour surveiller l'évolution du prix et être sûr de faire l'offre au bon prix ou d'accepter l'offre au bon prix ou pour éviter de surpayer ou de vendre trop bas. Donc au niveau du scouting et du suivi de performance et avant d'acheter un joueur, je passe d'office par Sorare Data. Mais par contre, j'utilise assez peu, voire pas du tout, Sorare Data pour la composition d'équipe. Et je pense que je sais pourquoi. Je trouve que le site est vraiment, évidemment, il est génial, comme tu l'as dit, c'est la bible pour tout manager Sorare. Mais il est en anglais, je me débrouille, mais je suis pas non plus bilingue. Et donc forcément, c'est un petit frein pour moi. Même avec traduction, c'est pas toujours génial sur PC ou autre. Donc je reste en anglais en tout cas pour l'instant. J'attends l'application parce que l'application elle a l'air vraiment pas mal. Je pense que ça ce sera vraiment un gros pas en avant et que ça pourrait vraiment faciliter tout ce petit travail au niveau de toutes ces petites choses qui peuvent être pas mal pour faire les choix au niveau de la compo des équipes. Et ce que je remarque aussi avec Sorare Data, c'est que j'ai voulu participer aux compétitions qu'il y a dessus sans jamais vraiment y parvenir. Et donc, je vais pas dire qu'il y a une distance qui s'est faite avec Sorare Data, évidemment, mais je l'utilise vraiment pour le choix des joueurs, pour regarder toutes les infos autour du joueur, mais donc très peu voire pas du tout pour participer ou composer mes équipes. Et je pense que c'est une erreur, et je pense que une fois que l'application sera là, je vais vraiment me pencher dessus de
de très près et d'utiliser beaucoup plus. On arrive à la dernière rubrique de ce podcast. J'ai un petit questionnaire pour toi. Avec quelques questions sur des joueurs, sur tes résultats, etc. Par exemple, ton joueur préféré dans la vie réelle, c'est qui? Alors, mon joueur préféré dans la vie réelle, je t'aurais répondu très 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 facilement il y a 3 mois. Mais depuis cet été, j'ai un peu plus de mal à prononcer son nom, malheureusement. On a le même problème. Je pense qu'on aura très vite compris qu'on parle de Messi. C'est vraiment le joueur qui me donne envie d'allumer la télé et de regarder le match, d'autant plus que un de mes premiers clubs préférés, ça a été le Barça. Il y a donc déjà plus de 20 ans maintenant, à l'époque de Kluivert, Overmars et compagnie. J'ai toujours bien aimé ce jeu un peu dans l'esprit du football total que Cruyff a pu amener là-bas. Et donc, pour dire un autre nom, je vais dire Haaland. C'est vraiment Haaland maintenant que je trouve qui me donne envie de le voir jouer en fait, qui me donne envie de regarder le match. Et pourquoi Haaland et pas un autre grand attaquant? Ouais, ça pourrait être Mbappé, mais disons que peut-être dans la personnalité du joueur, voilà, je trouve qu'Haaland est encore plus spectaculaire et voilà, je trouve que c'est vraiment c'est un cyborg, hein, c'est un extraterrestre, il est hors norme. Ah, il a faim tout le temps. Je trouve ça vraiment passionnant de suivre l'évolution de ce type de joueur. Super. Écoute, je pense qu'on est d'accord aussi. Et Mbappé, ce qui lui manque, je pense, et ce que pas mal d'analystes trouvent aussi, c'est qu'il lui manque vraiment la niaque et l'envie de tout dévorer à chaque match. Ce qu'Haaland a déjà avec son très jeune âge, donc c'est assez spectaculaire. Et ton joueur préféré sur Sorare, c'est qui? Alors, mon joueur préféré sur Sorare, ça aussi c'est difficile parce que c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Je vais en sélectionner 2 parce que c'est les 2 qui m'ont le moins déçu. On a tous connu pas mal de déceptions. Je pense que c'est impossible de pas en connaître avec Sorare. Je pense que les 2 qui m'ont le moins déçu, je vais en dire 2. C'est Morioka et Lewandowski. Donc c'est vraiment deux mondes, 2 extrêmes. Morioka que je connaissais même pas. Ouais, je connaissais peut-être son nom, mais disons c'était jamais un joueur qui m'avait intéressé, même en tant que passionné de football. Et Lewandowski, tout le contraire, c'est la star que tout le monde connaît. Et donc voilà, c'est deux monstres dans le jeu, mais qui viennent d'univers totalement différents. Et donc je trouve sympa de citer les 2. Ouais, Morioka, pour la petite histoire, il avait fait un passage à Anderlecht, ça n'avait pas fonctionné, il a atterri à Charleroi et il a des scores dignes de Messi, enfin même meilleurs que Messi depuis que Messi est arrivé au PSG, c'est juste impressionnant. Très très bon choix, je te suis parfaitement. Pour la petite anecdote, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis belge, c'est vrai, et donc suivre la Pro League avant Sorare, ça n'a pas du tout fait partie de ma passion, loin de là. C'est vraiment une ligue qui m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout, et donc j'ai dû faire un gros rattrapage sur la ligue qui logiquement en tant que Belge je devais connaître le mieux, mais je préférais regarder le Barça et l'Inter et d'autres, et donc Morioka je connaissais pas. Je reconnais, et il a fallu que je sois sur Sorare pour connaître ce genre de joueur. Et à mon avis, il t'a rapporté déjà quelques rewards. Justement, en parlant de rewards, ton plus beau résultat en tant que manager. Donc, je parle pas encore de récompense, mais vraiment ton plus beau résultat, c'était quoi? Ouais, mon plus gros score, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je l'ai fait le week-end dernier, je pense. Au départ, j'avais plus de 500 points. Après le match, j'avais 501 points. J'en revenais tout simplement pas. Avec la correction, je crois que je suis descendu à 497. Donc 497. Avec, pour nos voisins français, 497. Et donc c'est mon record absolu. Je suis même pas sûr de refaire ça un jour, parce qu'il y a vraiment tout qui s'est aligné. J'avais 4 joueurs de l'Ajax
aussi ont gagné 5-0 contre le PSV, plus Morioka qui avait fait un gros match aussi. Alors, ouais, on voit des commentaires disant que c'est facile, mais voilà, cette team-là, elle fera jamais 500 points à chaque game week. La preuve, à la suivante, j'en ai même pas fait 400. Donc là, avec les 500 points, il y a vraiment eu un alignement de planète. T'avais des super rares Quels étaient tes 5 joueurs et combien de super rares tu avais dedans? Donc c'était une D3 Challenger avec le gardien de l'Ajax, Pasvert en super rare, avec Blint en rare, Morioka en rare, avec Sébastien Haller en SR et Tadic en rare. Et je pense que j'avais Morioka capitaine. Du beau monde et un très bon choix de capitaine. Et ta plus belle récompense? Eh bien écoute, j'ai hésité entre deux, mais j'ai choisi Anthony SR de l'Ajax aussi. Au moment où je l'ai gagné, c'était début août, quand le championnat hollandais a repris, et donc il y a Berghuis qui venait d'être transféré. Berghuis, c'est un très gros joueur de Feyenoord qui jouait à droite, donc au poste d'Anthony. Et donc Anthony jouait très peu, avait des tout petits scores, et pourtant je l'ai gagné en finissant premier des deux challengers, et la première place offrait une star super rare. C'était la seule place qui offrait une star super rare. Et donc, je m'attendais, ou en tout cas j'espérais, comme souvent on espère du très lourd avec du Tadic ou du Morioka. Ça c'était évidemment le rêve en SR. Mais disons que même à Van de Voort, un Bello, à Van Aken, voilà, quand on finit deuxième de Challenger et qu'on a la seule star super rare, on veut vraiment le top parce qu'on se dit que ça n'arrivera peut-être plus jamais. Et donc à ce moment-là, comme Anthony ne faisait rien, n'était même pas sûr d'être titulaire, je me suis dit ok, un petit peu de déception. C'est bof. Et j'ai même envisagé de le vendre. Je l'ai mis en vente, mais très très haut, en me disant que s'il partait, à ce prix-là, j'étais content. Et s'il part pas, autant le garder. Et j'ai bien fait parce que il a gagné sa place, il s'est imposé et ses scores sont là. Et de base, j'aimais bien le joueur. Donc j'étais déçu sur le moment même par rapport à ses scores qui tournaient autour de 40-45. Et donc une star, pour moi, ne fait pas un score de 40-45. Donc par rapport à ça, par rapport au niveau de la carte que j'attendais de niveau star, j'étais déçu de ses scores. Maintenant, je connaissais le joueur, je connaissais le potentiel. Donc c'était une déception mesurée, évidemment. Je savais que j'avais quand même pris quelque chose sur le moyen terme, ou en tout cas le long terme, qui allait pouvoir en tout cas me servir plus tard, ou à la revente, qui était intéressant aussi. Mais à utiliser directement, il me servait à rien en fait. C'était ça mon constat. Je m'attendais à une star SR qui allait me servir tout de suite et qui allait optimiser une équipe. Et là, directement, il optimisait rien du tout. Il se retrouvait en training, quoi. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Mais aujourd'hui, je l'ai choisi comme meilleur reward parce qu'il est top. Ouais, il a surtout 21 ans, donc tu pourras le garder au moins, si tout va bien, 10 ans. Il vient d'être sélectionné en équipe nationale du Brésil et comme tu dis, il est hyper talentueux. Donc tu pourras l'utiliser finalement beaucoup plus longtemps que si tu avais gagné un Morioka ou un Tadic. Mais c'est vrai qu'un Morioka et un Tadic sont des joueurs qui scorent directement. Mais comme tu dis, Anthony fait de plus en plus d'apparitions et quand il monte sur un terrain, on le surnomme la mobilette. C'est vraiment très très impressionnant. On a parlé du très très beau. Alors ta plus grosse déception ou ton plus gros coup de poisse sur Sorare? Je dirais que pour l'instant, la poisse, c'est avec ce qui se passe entre Navas et Donnarumma, c'est impossible de faire le choix quasiment. J'ai les deux en fait. J'ai les deux parce que Navas était titulaire avec le PSG l'année passée, était un des meilleurs gardiens déjà au Real, c'était un top gardien. Certains le disaient même le meilleur du monde. Ils sont trois à se disputer la place de meilleur, mais il était considéré par beaucoup comme le meilleur. Donc j'avais Navas et ensuite j'ai pris Donnarumma parce que j'avais de quoi faire une chouette team U23 pour l'Euro. Et donc je trouvais sympa d'avoir le seul gardien U23
titulaire à l'Euro qui avait des chances d'aller loin. Donc je trouvais que ça valait la peine d'investir sur lui, même si c'était déjà très cher à l'époque. Mais bon, comme toutes les cartes, ça a encore augmenté. Mais disons que ouais, ma poisse pour l'instant, c'est ça en fait. Je pense que c'est Navas qui va jouer, puis c'est Donnarumma, et puis je pense que c'est Donnarumma qui va jouer, et c'est Navas. Donc là, j'ai décidé de plus mettre aucun des deux parce que c'est plus possible. Surtout que c'est souvent dans des grosses équipes, c'est dans des équipes champions Europe ou U23. Et ce sont des grosses équipes, vu que j'essaye vraiment d'aligner que des équipes compétitives. Donc forcément, quand tu as un DNP, l'équipe elle est morte. Et donc j'ai décidé de plus mettre aucun des deux et d'attendre, de voir s'il y a vraiment une hiérarchie qui se met en place ou peut-être un prêt de Donnarumma ou quoi dans un autre club en attendant que de Navas finisse tranquillement sa carrière à Paris. Ouais, c'est un peu le casse-tête pour tous les managers, c'est un casse-tête aussi pour Pochettino. Et ça ressemble un peu au casse-tête de l'année passée avec Meret et Ospina. Cette année, c'est un peu plus clair, où là, on savait pas non plus qui il fallait aligner. Et tu parlais des 3 meilleurs gardiens du monde, justement. C'est lesquels pour toi? Disons que là, Donnarumma a vraiment explosé à l'Euro. Avant, il était considéré vraiment comme très très gros potentiel. Mais maintenant qu'il a été élu joueur de l'Euro, il a sa place dans le top 3. Mais donc, avant ça, quand je te parlais de top 3 avec Navas dedans, en tant que titulaire indiscutable PSG, pour moi le top 3 c'est Navas à ce moment-là, Courtois et Oblak, avec Alisson vraiment tout proche quoi. Pas de Neuer? Neuer, oui, mais disons que le fait qu'il soit quand même en plus sur la fin que les autres que je viens de citer, il a quand même eu une période un petit peu moins bonne. Là évidemment il est revenu le Neuer de... non en fait, je trouve qu'il a quand même perdu un petit peu de sa superbe, même si ça reste un monstre, ça je ne dirais jamais le contraire, mais disons que le Neuer qui surgissait du rectangle à 30 km/h pour intercepter une passe que tu étais convaincu que ça c'était goal, et que tu voyais Neuer surgir, ça je le vois plus le faire, et donc pour moi il est quand même sorti du top 3. Ton joueur à suivre? Écoute, mon joueur à suivre, il y en a tellement. Donc, il faut en choisir un. J'ai dû faire un choix et surtout en fait il y en a tellement qui n'ont pas encore de carte. Mais donc j'en ai choisi un qui a des cartes, qui a sa carte qui est sur Sorare. Et en fait je l'ai choisi parce qu'il a une petite anecdote. En fait il est né un 6 juin comme moi, donc forcément pas de la même année, hein, sinon ce serait pas une pépite, ce serait plus qu'un vétéran. Mais donc ça c'est pour la petite anecdote. Et donc j'ai choisi Junior Adamou, qui est un jeune joueur autrichien du Red Bull Salzbourg et qui en fait n'est pas encore vraiment un gros titulaire. Mais là il a joué le dernier match et il a marqué. Il a même, je pense, joué les 2 derniers matchs, dont un en coupe, mais qui ne comptait pas pour Sorare. Il a marqué. Et là, le week-end, il était titulaire en championnat, il a marqué, donc ça fait plaisir aussi. Et par contre, il est titulaire chez les jeunes en sélection autrichienne. Et là, il est déjà très performant. Et je l'ai découvert avec un des comptes que je suis sur Twitter. Il y a eu un petit article sur lui. Et quand j'ai vu qu'il était né un 6 juin, je me suis dit, ça arrive pas tous les jours de découvrir une pépite qui est née à la même date que... pas la même année, un choix un peu sentimental, quoi. Ouais, et puis au feeling, voilà, on est du même signe astrologique, donc forcément, on se fait confiance, on va dire. Écoute, c'est cool. Je lui souhaite le meilleur, en tout cas. Je voudrais te demander si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, ou plusieurs conseils, quels seraient-ils? Oui, je peux évidemment donner, en tout cas, le premier conseil que je donne à toute personne qui m'a déjà contacté via différents forums, parce que comme voilà j'ai du temps aussi, donc j'avais pas mal de temps pour aider et tout ça et conseiller, et vu que j'avais des bons résultats, les gens venaient vers moi en me demandant tiens qu'est-ce que tu me conseillerais de faire et tout ça. Et donc un des premiers conseils que je donne, c'est vraiment de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur un minimum d'équipes pour commencer, donc sur une équipe, parce qu'il vaut mieux avoir une grosse équipe qui va rapporter des rewards, plutôt que d'avoir 2 équipes moyennes
qui risque de rapporter rien du tout. Et donc vraiment d'y aller piano, comme on dit chez nous, en étant patient, en fonction de son budget évidemment, et de grossir petit à petit. Ça, ce serait vraiment le premier conseil. Et ensuite, le deuxième vraiment très gros conseil, ce serait vraiment d'utiliser les outils. Un manager qui se lance dans Sorar et qui n'utilise pas assez, ou en tout cas, ou même pas assez bien Sorar Data, risque de faire des erreurs, de faire des mauvais choix et de galérer plus tard. Donc je dirais vraiment que c'est ça les deux gros conseils, c'est ne pas faire trop d'équipes et bien utiliser les outils à disposition et surtout Sorar Data. Merci Thomas, c'était donc notre invité pour le tout premier podcast dédié à l'univers Sorar. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le canal de diffusion, le compte Twitter de Média Sorar. Si vous voulez qu'on analyse votre galerie dans 2 semaines avec un prochain invité, ou bien si vous voulez poser des questions qu'on abordera également lors du prochain podcast. D'ici là, je vous salue, à la prochaine et rendez-vous sur mediasorar.com. Média Sorar, le premier podcast francophone dédié à Sorar.